Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ces derniers jours, certaines villes du Bénin, dont Cotonou et Abomey-Calavi, sont en proie à des inondations impressionnantes. Les inondations au Bénin sont devenues la routine des populations chaque année en période de pluie. À quoi cela est dû et que faire pour renverser la tendance? Nous en parlons ce soir avec Dr Théodore Adiakba. Il est spécialiste en risques et catastrophes naturelles. Il est également enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame la journaliste. Comment allez-vous? Ça va. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci, vous aussi. Ce soir, on est ici pour parler des inondations. Et dites-nous déjà pourquoi les populations du Bénin et celles de Cotonou en particulier doivent affronter chaque année les inondations. Oui, les inondations, ça fait partie des risques naturels. Et qui sont causés par la présence de l'eau, qui sont causés par la présence de l'eau. Est-ce que vous voyez donc, nous sommes en saison des pluies actuellement, oui. Et les eaux sont là. Donc, les eaux s'installent et ça crée les inondations. Est-ce que vous voyez donc, l'inondation, c'est la présence en réalité de l'eau sur un territoire qui n'est pas habitué à en recevoir, mais pour un court séjour. Est-ce que vous voyez? Mais si l'eau va rester pendant un plus long séjour, ça veut dire que c'est plus normal. C'est plus normal. Okay. C'est ce à quoi on assiste. Et c'est justement ce à quoi on assiste. Et cela dépend alors d'un certain nombre de politiques d'aménagement et qu'il faut faire. Par exemple, quand on prend la ville de Cotonou, pourquoi chaque année il y a inondation? Chaque année, il y a inondation à Cotonou parce que la première des causes, ou bien le premier des facteurs, parce que la cause, c'est la présence de l'eau. Oui. C'est lorsque l'eau s'installe et refuse de partir. Le reste, c'est des facteurs. L'un des facteurs, c'est ce que nous déplorons chaque fois quand nous parlons de l'occupation anarchique des exutoires. Les exutoires, c'est des chemins naturels d'écoulement de l'eau qu'on ne doit pas occuper. Mais il est remarqué qu'aujourd'hui, que ces couloirs d'écoulement de l'eau sont occupés. Alors, lorsque vous occupez le chemin de l'eau, ou lorsque vous occupez là où l'eau doit rester, l'eau est obligée d'aller ailleurs, d'aller occuper les maisons, d'aller occuper les voies. Et c'est l'une des causes principales. L'un des facteurs plutôt. Voilà, l'un des facteurs principaux, c'est-à-dire que l'occupation anarchique des exutoires. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui favorisent les inondations à Cotonou? Oui, il y a les facteurs naturels et les facteurs anthropiques. Lorsque nous prenons les facteurs naturels, d'abord, Cotonou, c'est un ensemble de marécages séparés par des cordons littoraux. Donc, l'assiette naturelle de Cotonou prédispose déjà la ville pour le phénomène. Okay. La nappe phréatique est très proche parce que c'est des marécages, des cordons littoraux, c'est-à-dire c'est proche de la mer, donc la nappe phréatique est très proche. De sorte que quand il pleut un peu, l'eau et le sol est rassasié très vite et puis l'eau reste à la surface. Voilà. Les pentes sont très faibles. Les pentes sont très faibles et ne permettent pas l'évacuation de l'eau. Donc, ça, sur le plan naturel, c'est ce qui se passe. Et sur le plan anthropique? Sur le plan anthropique, nous avons l'occupation anarchique des exutoires. Vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, donc les écoulements de l'eau sont bouchés et c'est ça qui crée vraiment le problème. D'autres parlent de l'urbanisation. Il paraît qu'il n'y a pas un plan d'urbanisation pour Cotonou. Oui, bon, il y a un plan, bon, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de plan d'urbanisation, mais c'est comment l'urbanisation est gérée. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous appelons les réceptacles d'eau, les bassins de rétention d'eau, sont occupés. Dans chaque quartier, on devait avoir ce qu'on appelle les bassins de rétention ou de compensation.
C'est-à-dire c'est des lieux qui doivent être prévus dans chaque quartier pour drainer les excès d'eau. Mieux, les bas-fonds qui font 30% de la superficie de Cotonou sont tous occupés aujourd'hui Par les populations. Or, ces bas-fonds devaient servir de réceptacle d'eau, c'est-à-dire que les excès d'eau devaient recevoir et les excès d'eau devaient drainer vers ces bas-fonds-là. L'homme ne devrait pas occuper ces bas-fonds-là. C'est parce que l'homme s'est installé sur le chemin de l'eau, que l'eau envahit nos maisons en période de pluie. L'homme s'est installé sur le chemin de l'eau et refuse de les libérer. Or, tant qu'on ne va pas libérer les chemins de l'eau, l'eau s'installera là où on ne l'attend pas. Donc, c'est nous-mêmes qui avons créé nos problèmes et après on crie au secours. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais normalement, quand on parle d'inondation avant, quand on dit inondation au Bénin, on voit automatiquement Cotonou. Mais cette année particulièrement, les premières pluies, on les a constatées il n'y a pas longtemps. Mais Abomey-Calavi est resté dans l'eau. Pourquoi ce phénomène? Oui, Abomey-Calavi est resté dans l'eau par rapport à ce que j'ai dit il y a quelques jours. Tout ce qui se passe à Cotonou que nous décrions s'est transposé à Calavi. Parce que au regard des inondations qui étaient fréquentes à Cotonou, les gens se disaient « j'irai payer de la parcelle sur le plateau à Abomey-Calavi pour éviter les problèmes de Cotonou ». Du coup, il y a une ruée sur Abomey-Calavi. Malheureusement, les plans d'urbanisation qui doivent précéder, c'est-à-dire les lotissements et autres, qui doivent précéder l'installation humaine, n'est pas toujours respecté. Donc, chacun achète sa parcelle et s'installe comme il veut. Du coup, là-bas aussi, les exutoires de l'eau ont été bouchés. Donc, c'est le même problème C'est le même problème de Cotonou qui s'est transposé à Calavi. Et à Calavi, c'est vrai que c'est un plateau, mais il y a des dépressions. Des dépressions qui sont en réalité sur le plateau des parties creuses. Parce que vous voyez, des points, il y a des points très bas qui sont des réceptacles d'eau. Malheureusement, les gens ont construit des maisons dans ces cuvettes-là et dans ces dépressions-là. Et tout ce qu'on était en train de reprocher à Cotonou, de dénoncer à Cotonou, s'est transposé à Calavi. Et il faut noter que la particularité des pluies de cette année, c'est un peu comme ce que nous appelons les pluies décennales, c'est-à-dire tous les 10 ans. Tous les 10 ans, nous avons ces types de pluies-là, un peu comme ce qu'on a eu en 2010, qui a créé tous les dommages au point que le gouvernement était obligé de solliciter l'aide internationale. Et les prévisions météo le montrent d'ailleurs aujourd'hui. Les prévisions météo montrent clairement aujourd'hui que ce que nous avons vécu en 2010, nous allons le vivre encore cette année au Bénin. Il y aura de grandes inondations et tout? Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que nous sommes au mois de juillet maintenant, qui est un mois qui marque en réalité la fin de la grande saison des pluies au sud du Bénin ici. Le sud du Bénin, ce qui est concerné, c'est de Cotonou jusqu'à Savè. Donc ce mois de juillet est en train de marquer la fin de la grande saison des pluies. Donc d'ici une ou deux semaines... Nous allons respirer un peu à Cotonou et nous allons, n'est-ce pas, être soulagés des peines des inondations. Mais c'est qu'au moment où ça commence à prendre fin ici, le nord commence par prendre le relais. Et toute cette eau qui va tomber là-bas va redescendre au sud? Oui, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la ligne de partage des eaux. Expliquez-nous un peu. Ouais, la ligne de partage des eaux, c'est une ligne qui sépare deux bassins versants et qui crée le partage des eaux. Pour le Bénin qui est au nord là, c'est entre Niki et à l'est et Kopargo à l'ouest. Cette ligne-là partage le bassin en deux. On a le bassin du nord où les fleuves Mékrou, Alibori et Sota déversent leurs eaux dans le Niger. L'Ouémé et ses affluents récoltent toutes les eaux pour les convoyer vers le sud, et notamment le lac Nokoué. Le lac Nokoué où nous allons enregistrer
et les grandes eaux qui vont venir du nord là, en septembre-octobre, qui sera gorgée et qui va déverser le trop-plein de son eau sur les quartiers périphériques qui lui sont périphériques. D'où nous devons nous attendre encore aux inondations à Cotonou là, à partir du mois de septembre-octobre. Nous allons les enregistrer encore, surtout dans les quartiers périphériques du lac Nokoué. Quand on parle de quartier périphérique du lac Nokoué, vous pouvez les citer un peu? Oui, nous avons Sainte-Cécile, Amonsori, Agué, Vossa, Ladji, Djidje, Djidje, jusqu'à Akpakpa, Dodoma et consorts. Voilà. Donc, ces populations vont vraiment souffrir à partir de septembre. Ils doivent s'attendre Et à à tout ça là va s'ajouter la crue ou bien... Oui, la crue déjà c'est lorsque l'eau monte dans le lac Nokoué ou bien lorsque l'eau monte dans le fleuve. Est-ce que vous voyez? Justement, c'est cette montée d'eau là qui va provoquer naturellement son débordement. Donc, les points les plus bas, c'est-à-dire que les quartiers de Godomé, il y a une bonne partie de Godomé qui est au bord du lac Nokoué. Et ces quartiers-là vont recevoir le trop plein d'eau et ils sont exposés, donc ils doivent se préparer à ça. Donc, il faut s'attendre au pire, ou bien on ne va pas parler de pire, mais à une situation plus dramatique. On ne va pas parler de pire, mais au moins les prévisions météo et les prévisions que la NPC, l'Agence nationale de la protection civile, voilà. Au moins les prévisions météo que la NPC relaie aujourd'hui, c'est important. Parce que les prévisions permettent au moins aux populations et aux dirigeants de savoir... Et que disent ces prévisions? Ces prévisions disent que nous aurons la situation de 2010. En 2010, vous avez vu tout ce qui s'est passé comme inondation, où on était obligé de faire appel à l'aide internationale. Nous y sommes. Si cette année, nous n'avons pas senti, n'est-ce pas, une grande débandade comme en 2010, c'est parce qu'il y a des dispositions qui ont été prises. L'ANPC, l'Agence nationale de protection civile, au regard d'un certain nombre d'expériences. On a anticipé en fait. On a anticipé pour, n'est-ce pas, prendre certaines dispositions pour déjà, n'est-ce pas, pallier au drame un peu à l'avance. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu cette débâcle-là. Mais nous devons nous attendre à ces eaux-là qui vont arriver encore. Mais moi, ce qui m'inquiète, pourquoi on n'arrive pas à sortir, surtout la ville de Cotonou, de l'eau, malgré les nombreux projets qui ont été mis en œuvre à cet effet? Oui, comme nous l'avons dit, c'est que pour Cotonou, on n'a pas le choix que de libérer les couloirs d'écoulement de l'eau. Même la construction d'infrastructures d'assainissement et autres, ça ne règle pas le problème. Ça va soulager un tant soit peu. Mais tant que les couloirs naturels d'écoulement de l'eau ne seront pas libérés, on ne va pas s'en sortir. Donc, on doit faire des études pour comprendre et connaître les couloirs d'écoulement là. Et on doit les libérer. Ah, c'est une condition indispensable. Il faut libérer ces couloirs-là et les gens qui sont installés sur ces couloirs-là, pour ne pas faire des casses, il faut les reloger ailleurs. Négocier à la limite et les reloger ailleurs pour qu'ils puissent continuer à faire leurs activités. Et là, des aménagements seront les ouvrages. Les ouvrages d'assainissement et autres seront construits en conséquence. Et ce qui est nouveau que nous devons faire pour la ville de Cotonou, c'est de faire ce que nous appelons la gestion des inondations par bassin versant, c'est-à-dire qu'on identifie les exutoires, c'est-à-dire que les points les plus bas, les exutoires, c'est les points les plus bas au niveau de chaque bassin versant. Est-ce que vous voyez? Donc, quand les eaux sont collectées, elles sont dirigées naturellement vers ce point qui est le plus bas du quartier ou bien de la ville. Il faut calibrer les ouvrages qui doivent recevoir les eaux là en fonction des débits de pointe. C'est-à-dire qu'en un laps de temps, les grosses quantités de pluie qu'on peut avoir, est-ce que les ouvrages ont la capacité de les recevoir et de les conduire vers la mer? Donc,
les ouvrages doivent être dimensionnés à la taille, n'est-ce pas, des hauteurs d'eau que nous sommes appelés à recevoir en un laps de temps. Donc ces ouvrages-là, dimensionnés, les couloirs libérés et aussi ce que les maires doivent faire, le maire de Cotonou qui vient d'arriver, ce qu'il attend, c'est d'actualiser son plan de contingence. Le plan de contingence prévoit tous les mécanismes de gestion des risques en général, y compris les inondations. Donc ce plan prévoit ce qu'il faut faire à l'avance, ce qu'il faut faire pendant et ce qu'il faut faire après. Mais lorsque le plan n'est pas actualisé, l'actualisation du plan c'est quoi? Chaque année, c'est comme un outil de travail qu'il faut mettre à jour chaque année au regard des nouveaux risques qui arrivent, au regard des risques émergents, au regard des situations qui se posent. Le plan date de 2014. En 2014, Covid n'était pas arrivé. Vraiment. Nous sommes en 2020, Covid est arrivé. Il faut actualiser ce plan et intégrer les risques liés. Il faut que ce plan soit mis à jour et intégrer l'élément Covid. Covid-19, oui. Voilà. Donc, voilà les raisons pour lesquelles il faut actualiser le plan chaque année. Et dès que votre plan de contingence est à jour, ça constitue un outil de planification sur lequel les bailleurs de fonds veillent. Lorsque vous avez votre plan de contingence à jour, c'est que vous avez votre outil de bord qui est prêt. Et par rapport à ça, vous sollicitez les fonds, les gens vont vous accompagner parce que vous êtes à jour. Donc les bailleurs de fonds sont très regardants sur ces outils de planification qui doivent permettre d'anticiper et de faire une bonne gestion des inondations et des risques en général. Et l'autre élément, c'est qu'il paraît que cette année, les pluies ont été en retard. Est-ce que ça aussi aura une répercussion sur la suite des saisons? Bon, on ne peut pas parler d'une répercussion parce que... Et vous êtes d'accord que les pluies sont en retard? Oui, les pluies sont en retard parce qu'elles ont commencé véritablement en mai. Donc normalement, ça devait commencer en avril, oui. Ce qui est attendu, c'est avril-juillet. Mais ça a commencé en mai. Et même après mi-mai, pratiquement. Donc, c'est pas que ça aura une répercussion, mais c'est que c'est le phénomène des changements climatiques que nous décrions. Vous savez, les changements climatiques, c'est quoi? Vous pouvez avoir les pluies qui doivent s'étaler sur 3 mois. Vous pouvez les avoir en quelques jours. En quelques jours, oui. Et ça crée beaucoup de dégâts. Ça s'arrête. Et pendant le reste du temps, vous gérez la sécheresse. C'est ça qui bouleverse nos paysans aujourd'hui. Et par conséquent, quand on dit les semis sont bouleversés, le calendrier agricole est bouleversé, mais c'est aussi des problèmes d'insécurité alimentaire qui nous guettent. Parce que le paysan ne sait même pas quand est-ce qu'il faut semer et quand est-ce qu'il va récolter et comment ça va se passer, il ne maîtrise plus rien. Et quand la quantité de pluie qui devait s'étaler sur 3 mois tombe en quelques jours, il a également du mal à planter ou bien à mettre... Oui, c'est pour ça que nous devons aller aujourd'hui vers la maîtrise des ressources en eau et pas des retenues d'eau. Nous devons faire cette politique de retenue d'eau-là. Quand on parle de politique de retenue d'eau, c'est que... C'est des barrages qu'il faut créer, par exemple... Mais si on ne maîtrise pas le moment de la pluie, on ne peut pas dire à tel moment on va canaliser l'eau qui va tomber. Non, dès que les ouvrages sont là, quand il pleut à n'importe quel moment, les ouvrages vont les recevoir. Mais cette l'eau-là qui sera recueillie ne va pas créer d'autres problèmes après. Non, c'est calibré, c'est dimensionné de manière à ce que ça ne déborde pas. C'est un peu comme ce qui se passe au Maroc. Le Maroc dit par exemple que même s'il ne pleut pas pendant 5 ans, il est capable de nourrir sa population, compte tenu des réserves d'eau qu'il dispose. Mais si on a réellement les moyens pour mettre en place ce genre de politique? Oui, et on a les moyens. Même si on n'avait pas les moyens, ce qui est important, c'est de se mettre en route et d'être à jour. Et d'être à jour vis-à-vis des partenaires. Et nos populations, est-ce qu'ils sont bien informés, les paysans et autres? Non, mais justement, c'est pour ça aujourd'hui, ils subissent les affres des changements climatiques. Ce qu'il faut leur proposer aujourd'hui, c'est les mesures d'adaptation. C'est-à-dire que des semences de variétés à cycle court. Par exemple, le maïs qui faisait 4 mois, on peut proposer des types de maïs qui font 2 mois aujourd'hui.
non seulement qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, mais qui produisent en peu de temps. Voilà des mesures, par exemple, qu'on peut proposer aux paysans, de sorte que s'il sème son maïs, qu'il sache que peut-être dans 2 mois, il va récolter. Même si après 2 mois, il n'y a plus l'eau, bon, il sait déjà que... Donc, il faut des cycles de variétés, des variétés à cycle court, pour, n'est-ce pas, faire face à ces effets des changements climatiques-là. C'est ce que nous proposons aux paysans pour faire. Et maintenant, quand l'inondation survient, quelles sont les démarches à mener? Quel est le comportement de la population face aux inondations? Oui, bon, la population, on doit sensibiliser. Et la sensibilisation, c'est le maire et son équipe. Parce que si on était arrivé à la décentralisation depuis 1999, c'est parce que le pouvoir central avait concentré tout et était étouffé. Donc on a dit on va décentraliser. Le maire est le représentant du chef de l'État dans sa commune. Et tout ce qui doit se passer là, c'est lui qui gère. La sensibilisation, c'est lui qui fait. Il y a une plateforme communale de gestion des risques et catastrophes qui réunit en réalité tous les acteurs du développement de la commune. Là où ça n'existe pas, le maire est autorisé à créer. Et il réunit tous les acteurs, toutes les compétences qui peuvent l'aider à gérer efficacement. En plus de cette plateforme-là, qui doit faire les sensibilisations, qui doit sur les maladies, les comportements adoptés et autres là, il y a le plan de contingence qui prévoit ce qu'il faut faire avant, pendant et après. Voilà, donc lorsque vous mettez tous ces outils-là ensemble et que le maire est efficace, le maire peut avoir les financements aujourd'hui pour pouvoir prendre certaines dispositions et anticiper et sensibiliser les populations. Sensibiliser les populations. Actuellement, qu'est-ce que nous pouvons dire aux populations que les maires doivent faire? C'est de comprendre que les pluies ne sont pas terminées. Les inondations vont arriver encore. Et de prendre les dispositions par rapport aux moustiquaires, de prendre des dispositions par rapport au Covid, ne pas trop se promener, de ne pas se baigner trop dans l'eau. Oui, parce que, vous savez, le Covid, c'est de ça qu'il s'agit, qui tracasse tout le monde maintenant, c'est un milieu froid que ça se développe. Vous devez remarquer que c'est en Europe que ça fait plus de dégâts. Et les dégâts que nous enregistrons par rapport au Covid aujourd'hui, c'est avec cette saison des pluies qu'on a remarqué la résurgence du mal. Donc, et c'est ce que j'ai dit la fois dernière, il faut beaucoup plus de la gestion de l'hygiène. Il faut beaucoup plus l'hygiène, la distanciation sociale dont on parle, les masques et puis ne pas jeter aussi les masques utilisés pêle-mêle dans la nature. Oui. Parce que quand c'est jeté pêle-mêle dans la nature et que les autres transportent, le virus y est. Le virus y est et puis le virus trouve refuge dans l'eau et puis ça contamine. Donc, ce que nous pouvons dire aux populations, c'est de veiller au grain et de suivre les alertes de l'ANPC, l'Agence nationale de protection civile, voilà, parce qu'ils donnent les mesures d'alerte. Il y a des canaux, les pères éducateurs, les secouristes et autres, qui sont des agents qui sont formés, qui doivent relayer les informations, qui doivent relayer les alertes au niveau des populations à la base. Donc, les maires aussi doivent accompagner ce relais d'informations-là au niveau des populations locales. Parce qu'une chose est que l'information existe, mais une chose est que l'information soit diffusée et que les populations puissent prendre leurs dispositions par rapport à ça. Parce que c'est beaucoup plus les populations d'abord qui doivent prendre les dispositions de gestion pour que le maire accompagne. Maintenant, avant de vous laisser partir, j'ai une dernière question pour vous. Vous avez dit que vous êtes enseignant-chercheur à l'UAC. Oui. Quel est alors le rôle, la place des scientifiques dans la gestion des inondations au Bénin? En quelques minutes, rapidement. Oui, la place des scientifiques que nous sommes, c'est ce que nous disons là. Nous, on produit l'information, on produit les alertes. Par exemple, au niveau de l'UAC, il y a le laboratoire d'hydrologie appliquée.
qui participent aux prévisions qui sont données à l'ANPC pour diffusion. Oui, il y a ce que nous proposons des mesures, ce que le gouvernant doit faire. Nous, ce qu'on demande tout simplement, c'est que parmi les mesures que nous proposons, que les gouvernants nous associent. C'est très important. Les gouvernants doivent associer les scientifiques parce que le développement du pays, c'est l'affaire de tout le monde. Personne n'est à écarter. Mais on ne dit pas que quelqu'un est écarté, hein, madame. Non, on n'a pas dit ça. Non, on a compris. Voilà, donc que tout le monde soit associé et que chacun puisse jouer sa part. C'est comme ça que la Chine, c'est comme ça que la France, l'Allemagne, les États-Unis ont pu se développer. On ne peut pas se développer sans les scientifiques. Donc c'est indispensable. Il faut que les scientifiques soient associés et qu'ils jouent pleinement leur partition dans la gestion des inondations. C'est très capital. Merci beaucoup à vous, docteur Théodore Adjakwa. Je rappelle que vous êtes spécialiste en risques et catastrophes naturelles. Oui. Vous êtes également enseignant-chercheur à l'UAC. Avec vous, on a parlé de la gestion des inondations au Bénin. Merci d'être passé sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, voilà. Ce sera tout pour cette émission. Je vous retrouve une autre fois pour un autre numéro de votre entretien.